Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, Sylvano Desbois reçoit Jean-François Fribaud, ancien emblématique, directeur de l'abri de la Providence à Angers et tout jeune retraité de l'Action sociale. Jean-François retrace les grands moments de sa vie personnelle et professionnelle et vous découvrirez des témoignages poignants et des confidences sur ce qu'il pense de l'action sociale en général. Jean-François Fribaud, bonjour. Bon film à tous. Bonjour. Donc alors, j'aimerais revenir sur votre parcours personnel et professionnel. Pouvez-vous vous présenter et puis nous dire les motivations qui vous ont amené un jour à décider d'être dans ce milieu? Alors, donc, voilà, je suis né à Angers, mais en fait, j'ai grandi à Saint-Lézin, donc une petite commune rurale des Mauges. Voilà, en 1950, je suis né. Et puis, en fait, j'ai beaucoup été influencé quand même par mon milieu familial. Mon père a été longtemps le maire de la commune, maman était très engagée au niveau aussi de la commune, et papa était quelqu'un qui n'a jamais voulu faire de compromis. D'ailleurs, il n'a jamais été encarté politiquement, mais il a été très reconnu comme vraiment un pionnier, quoi. Il mettait en place plein de choses. Il tenait à ce que tout le monde participe dans la commune. Il y avait même Le Monde, le journal Le Monde en 76 qui avait fait un article sur Saint-Lézin sur une grande page où il s'était mis l'autogestion au village. Il y avait sur 650 habitants, il y avait je ne sais plus 15 commissions extra-municipales. Enfin, les gens participaient. Il y avait un état d'esprit très positif et il faisait confiance aux gens. Et la maison, c'était un défilé permanent de gens. Et puis il avait mis en place une association pour les jeunes, on appelait ça un bureau de jeunes, avec un foyer, on avait un bâtiment à notre disposition, ce qui est rare, déjà même pour des grandes villes et encore plus pour des petites. Et je me suis retrouvé élu le président du bureau des jeunes. Du coup, je me suis trouvé avec des jeunes de ferme, des agriculteurs, des jeunes, tout ça. Et on a eu vraiment la liberté d'organiser des soirées. Alors c'était l'époque des soirées cabaret. On a fait venir des films pour faire réfléchir un peu les gens. Avoir 20 ans dans les Aurès avec les anciens d'Algérie, ça avait créé quelques remous dans la commune. On avait organisé des camps parce que beaucoup de jeunes de la commune n'avaient jamais été en vacances, des trucs comme ça. Et donc, j'ai grandi là-dedans et du coup, c'est ce qui m'a fait voir que ce qui était le plus intéressant de tout, c'était les gens, quoi. Parce qu'au début, j'ai fait des études d'histoire géo, mais passer ma vie, faire une licence ou un mémoire sur la culture céréalière dans le Poitou, c'était quand même pas le plus intéressant. Donc, je crois que ma motivation, elle est venue comme ça. J'ai fait du bénévolat dans des associations pendant les vacances. Ça m'a fait rencontrer des tas de gens que j'aurais jamais rencontrés autrement. Et puis ça m'a sorti aussi de mon petit milieu rural protégé un peu. Et j'ai découvert que je me souviens d'un jeune qui était toxico, comme on dit aujourd'hui. Il me racontait ces trucs et je me suis dit, mais moi je connais pas tout ça. À Saint-Lézin à l'époque c'était assez protégé, tu sais. Et du coup je lui ai posé la question. Je dis, mais pourquoi tu me racontes tout ça? Ben, il me dit, je sais pas, t'as l'air de, enfin, je sais pas, il m'avait dit que je l'écoutais, quoi. Et j'ai toujours été comme ça. Et du coup, ça m'a fait comprendre que je devais être fait pour travailler dans le social, quoi. C'est comme ça que je suis venu dans le social. Donc, vous avez été, je dirais, pendant de nombreuses années, un acteur important sur la ville d'Angers et engagé dans le monde associatif, hein, au service des plus démunis. Et aussi, vous avez été un artisan de grandes actions que vous avez mis en place. Quelles ont été vos satisfactions, vos regrets, voilà, dites-nous un peu. Disons que d'abord, je tiens juste à dire que j'ai été directeur de l'abri très longtemps, effectivement, plus de 30 ans, mais un directeur sans équipe ne peut rien faire. Hein. C'est la tête sans corps, ça sert à rien. Donc, je tiens à le dire parce qu'il ne faut pas que les gens pensent que c'est Fribaud qui a tout fait. Non, j'ai pas fait. J'ai plus été un gars qui avait un peu une vision des choses parce que je connaissais les gens. Et j'ai fait un animateur, mais c'est bien les équipes majoritairement. Moi aussi, j'ai été des fois sur le terrain, heureusement, mais disons quand même, je tiens à le dire, hein, parce que je voudrais pas qu'on croie que, un peu de tendance aujourd'hui, on met en avant des personnes, mais une personne peut rien faire elle ne fait que quelque chose avec d'autres. Hein. Donc moi, j'ai fait avec des collègues j'ai rencontré des collègues formidables, j'ai découvert des tas de trucs, j'ai appris énormément des personnes qu'on accueillait.
Ce qui m'a satisfait le plus, c'est une certaine capacité à résister pacifiquement. C'est-à-dire que je suis un gars calme, mais assez déterminé. Et quand j'ai été convaincu, par exemple, pour l'action du sport qu'on mène depuis des années, qu'on se bagarre pour qu'elle continue, parce que valoriser les personnes qu'on reçoit, ça a toujours été, et ce qui m'a satisfait, c'est on a réussi et aujourd'hui j'en parlerai peut-être à un autre moment, mais on a réussi à sortir l'image du SDF, à essayer de la valoriser, en l'accueillant bien, dans des locaux qui étaient nettement mieux que ce qu'on a connu au démarrage. Parce que souvent on nous a dit, vous donnez de la confiture à des cochons, hein, en mettant trop des nappes sur les tables, un vrai repas le soir, bah, vous allez entretenir la misère. Non, moi je me suis bagarré pour justement que les gens soient bien accueillis, et ça les met en bonne disposition ensuite. Puis après, bah, ils évoluent. Ça m'a satisfait parce que l'abri, on a réussi à faire passer ce message. Ce qui m'inquiéterait un peu aujourd'hui, mais on en parlera peut-être à un autre moment, c'est que j'ai l'impression qu'on revient en arrière sur ces sujets-là. Mais bon, ça m'a satisfait. Il y a des actions qu'on a mis en place. J'ai souvent fonctionné à l'intuition, moi. Je ressentais qu'il fallait y aller. On connaissait par exemple un couple, Loïc et Véronique, qui accueillaient chez eux sans aucun moyen des personnes à la rue dans le Baugeois. Je vais les rencontrer parce qu'on les connaissait un petit peu et intuitivement j'ai senti qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Parce que ce qu'ils faisaient c'était bien, ça manquait un petit peu d'organisation, de soutien, ils n'étaient pas aidés, ils accueillaient jusqu'à 15 à 16 personnes. Et aujourd'hui c'est devenu la maison relais, la pension de famille de Brin d'Espoir. Bon, c'était une intuition. Donc voilà, ces intuitions-là, je me dis, j'ai bien fait de les écouter, même si des fois, il a fallu se bagarrer pour les imposer à ceux qui pouvaient nous aider financièrement. L'intuition, et puis qui fait qu'après l'intuition, il y a la conviction, et puis après, on parle aussi avec son cœur. Voilà, c'est ça. Ben ça m'a aussi, c'est une satisfaction. Ça a été compliqué les dernières années, surtout par rapport à la problématique des migrants, où là, c'est tellement politique et sensible, et où on est dans les préjugés et dans les images négatives avec des discours de rejet extraordinaires, et même à Angers, dans une ville plutôt bienveillante. C'est compliqué, ça m'a été compliqué, mais j'ai essayé le plus que j'ai pu de rester en harmonie avec mes convictions sur la manière d'accueillir les publics, et encore récemment, de refuser de gérer, par exemple, un accueil dans un gymnase pour accueillir du public, un gymnase, bon, pour l'hiver, pas chauffé, pas de douche, pas de repas, pas de café. Non, je pense que ça c'est inacceptable. Bon, bah, d'avoir dit non, c'est pas évident quand on vous dit, vous êtes directeur, on vous dit, bah, il y a de l'argent, vous allez gérer ça, vous dites non. Pas facile, parce que vous savez que d'autres vont peut-être dire oui, et c'est votre association qui va être en difficulté. Et donc aujourd'hui, bon, je pense j'ai un peu l'impression quand même d'avoir réussi à accomplir une mission tout en gardant mes valeurs et mes convictions. Donc justement, on va continuer dans cette lignée. Quand je vous parle vocation, oui. Quand je vous parle professionnel, investi, engagé, et quand je vous parle bénévolat, est-ce que vous pouvez m'en dire davantage justement par rapport à ces investissements? Est-ce que le professionnel doit être, comme vous disiez, avoir de l'intuition, être convaincu, être militant, au même titre qu'un bénévole? Alors, c'est un sujet un peu compliqué, mais en même temps, je pense qu'on a le chic de toujours tout compliquer. Et après, quand vous êtes professionnel, il y a des fois où vous n'arrivez pas toujours à complètement aller dans ce que vous voudriez faire. Alors vous avez quand même d'autres moyens aussi de militer, on va dire, hein, en dehors de son travail pur. Vous pouvez faire partie de fédérations, de réseaux, en dehors de votre travail. Maintenant, je pense qu'il y a un moment où, si on vous demande, moi je sais que les 3-4 dernières années, je le redis, ça a été assez, j'ai eu beaucoup de souffrance quand même, parce que j'ai été obligé de constater que même dans mon association, dans cette association de l'Abri de la Providence, on commençait à être instrumentalisé par les pouvoirs publics et que ça devenait compliqué de garder ces fameuses valeurs et de militer pour quelque chose de digne. Alors, ce que moi j'ai compris, c'est qu'il y a des choses que même si ça m'a jamais trop gêné de dire certaines choses, parfois dans les médias assez souvent,
si j'arrivais pas à les dire par l'association au pouvoir public parce qu'ils nous financent, c'est compliqué, etc. Et il y a d'autres moyens, soit par des fédérations qui regroupent, qui sont plus politiques celles-ci, où on peut affirmer des choses. Pour moi, un bénévole, il faut que pour moi, l'abri, un regret que j'ai, tu m'as parlé des regrets tout à l'heure, hein, le regret que j'ai, c'est on s'est professionnalisé, on est venu de la base, voilà, il y avait une préoccupation pour les gens à la rue sur Angers. Sauf que en se professionnalisant, ce qui est une bonne chose, mais on s'est coupé des citoyens. Parce que c'est devenu tellement compliqué que les citoyens se sont dit, oh bah il y a des gens payés pour ça, hein. Allez donc à l'abri, faites donc le 115, voilà, c'est un peu tout ça maintenant, hein. Et il faut qu'on revienne à se réinterroger sur nos valeurs initiales. Et très honnêtement, et un des regrets, c'est que je pense que même moi, en tant que directeur de l'abri, on a des fois un peu glissé. Et il faut qu'on fasse attention de ne pas se couper des citoyens. Parce qu'on sait quand même que dans une ville comme Angers, il y a des gens qui s'intéressent à tout ça. Et donc, il faut qu'on fasse attention à penser qu'on ne va pas tout faire nous et qu'on a besoin des autres aussi, des bénévoles notamment. Et il faut que les bénévoles comprennent qu'ils ne vont pas révolutionner le monde et qu'ils ne vont pas, par leur grand cœur, refaire la planète, qu'ils ont peut-être besoin à certains moments de professionnels, mais aussi il faut que les professionnels comprennent qu'ils ont aussi besoin certaines fois des bénévoles. Je prends un exemple, on anime avec le Surcato des accueils dans toutes les communes du département. Peut-être que quelqu'un qui s'installe au Lion d'Angers, c'est pas le salarié qui travaille dans la pension de famille qui va tout faire, mais la personne, il faut souhaiter qu'elle s'intègre peut-être dans des associations de la commune. Donc ça va être des gens de la commune, peut-être des voisins, qui vont contribuer à son intégration, à son insertion. Bertrand Bergier, le sociologue qui était à la Cato avant, il avait fait un bouquin sur les affranchis, et où il disait que les gens s'en sortent. C'est pas toujours les professionnels qui font que les gens s'en sortent. C'est une rencontre. Ça va être le petit commerçant du quartier où il va aller acheter son pain, mais qui va être bienveillant à son égard, qui va lui redonner la pêche. Ça peut être une fille, ça peut être la foi, ça peut être d'autres choses. Donc le professionnel n'a pas tout. Voilà, mais le professionnel, il peut faire ça par vocation au départ. Oui, moi je reconnais qu'aujourd'hui, et je m'élève un petit peu des fois contre certaines choses, des dérives de la formation du social, et un petit peu de la formation des directeurs et des cadres du social. Maintenant que je suis à la retraite, je peux me permettre de le dire, pour moi, je pense qu'un directeur d'une association qui n'a pas cette vision des choses, vous pouvez pas être directeur d'une association comme l'Abri, et j'ai rien contre les banquiers, ni il en faut, on en a eu besoin, on en a besoin, mais c'est quand il faut vraiment être convaincu de ce qu'on fait. Il faut connaître aussi les gens qu'on reçoit. Parfois, on les forme à un ensemble de choses, mais s'ils ne sont pas porteurs de ça, et c'est un petit peu tendance aujourd'hui de former les cadres du social, de les formater un petit peu. Oui, parce qu'on reste avant tout dans de l'humain. On est même essentiellement dans l'humain, normalement. Alors donc maintenant, un sujet aussi important que les autres, bien sûr, le monde associatif. Oui. Pour vous, je dirais qu'est-ce que vous pensez du monde associatif actuel? Si vous pouvez faire une petite rétrospective, puisque vous avez quand même de nombreuses années derrière vous. Le privilège de l'âge. Voilà, et le privilège de l'âge. Est-ce que vous notez une évolution, une régression? Enfin, essayez de nous parler un petit peu du monde associatif tel que vous le percevez maintenant. Alors, je voudrais pas être pessimiste, mais je voudrais pas être naïf non plus. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a une espèce de contradiction entre des affirmations de grands principes qu'on entend régulièrement dans les médias. Il faut aider les pauvres, il faut aider les gens. Voilà. Les associations aujourd'hui, il y a un changement radical depuis quelques années, et à mon avis, qui est une menace pour le secteur associatif. C'est que avant, les associations, ça partait du terrain, de la base, des gens qui se motivaient et qui prenaient conscience d'un sujet, d'un problème, et qui s'organisaient ensemble, qui se regroupaient pour essayer de résoudre ça.
Maintenant, ça fonctionne avec des appels à projets. Ça vient du haut souvent. Ça vient des financeurs, des collectivités, de l'État, qui décident de mettre en place telle ou telle chose. Et c'est parfois pas toujours adapté aux réels besoins des gens. Puis aujourd'hui, les associations, même, vous voyez, ceux qui font bénévolement, même des actions que bénévoles, hein, qui font par exemple de la distribution alimentaire. Alors, c'est normal qu'il y a des règles à observer, qu'on fasse attention à l'hygiène et tout ça. Mais ça devient très complexe de plus en plus. Il faut remplir des tas de trucs, des indicateurs, des machins, et du coup, ça décourage un petit peu les gens. Et ça devient technique un petit peu. Du coup, les gens se désintéressent un petit peu, et ça devient compliqué aujourd'hui de mobiliser des personnes à s'investir dans les associations. Et en plus, je me suis pas privé de dire des fois à mes chers financeurs, je n'ai pas... c'est souvent, je leur disais toujours, quand je vous dis quelque chose, c'est pas à vous que je dis ça, c'est à ce que vous représentez. Je ne mélange pas les personnes, elles font ce qu'elles peuvent. D'ailleurs, j'ai eu des fois la satisfaction de voir certaines personnes qui étaient dans l'administration, quand ils y sont plus, là ils se lâchent. Hein. Ils sont plus soumis au droit de réserve. Donc ça c'est bien. Mais nous, les associations, on n'est quand même pas encore soumis non plus au droit de réserve. On a le droit de s'exprimer. Et parfois, l'entité associative devient qu'un outil juridique. Facile à manier pour les financeurs, parce que plus souple, facile aussi à stopper, parce que vous arrêtez, l'association ne peut plus fonctionner, donc elle s'arrête. Et puis, qui finirait par être instrumentalisée. J'ai plein d'exemples dans la tête, où des fois, on me convoquait en tant que directeur, mais moi, je ne suis que le directeur, j'ai une association, j'ai un président, il y a une histoire derrière, et je dois faire valider certaines choses importantes à l'association. Et j'ai souvent compris que, oui, d'accord, mais non, on n'en tient pas trop compte, quoi. Donc, il y a un réel danger, et c'est pour ça justement qu'il faut que les associations se réveillent un peu pour retrouver un certain équilibre dans le partenariat, ce qui est normal que le financeur exige une transparence de fonctionnement, et on se met d'accord sur une action à faire ensemble, mais de grâce, l'association est sur le terrain, elle a aussi ses petites idées pour faire évoluer l'action et la mettre en pratique et pour répondre aux objectifs attendus. Donc vous pensez par là que, c'est vrai qu'on parle beaucoup à notre époque de la démobilisation des bénévoles, Oui. vous pensez par là que c'est une des causes, c'est peut-être des peurs de s'engager, d'être soumis à des grandes directives Oui, je pense qu'il y a un peu de ça, et puis aujourd'hui tout devient très compliqué, quoi. Vous pouvez pas vous pouvez pas donner à manger n'importe comment, vous pouvez pas héberger, il faut répondre à des normes de sécurité. En même temps, tout ça va, c'est pas tout mauvais, mais ce qui est assez affolant, c'est que à la fois on n'a jamais eu autant de richesse. Quand je vois les locaux de l'abri d'aujourd'hui et ceux qui vont être inaugurés bientôt, qui sont super, et ce qu'on avait dans le temps, c'est grand luxe presque, on va dire certaines fois. Mais en même temps, la vraie attente des gens, c'est le lien social, c'est le contact humain, c'est la chaleur humaine. Allez, on peut se lâcher, c'est de l'amour. Et c'est ça la vraie attente des gens. Et bizarrement, on y répond moins qu'avant parfois, alors qu'on a plus de moyens qu'avant. Donc il y a un problème quelque part. Et moi les témoignages que j'ai, souvent, c'est des fois des choses très simples qui ont aidé les gens à s'en sortir. Et c'est pas parce qu'on leur a accueilli, c'est bien d'accueillir décemment les gens, mais si vous l'accueillez, avoir un logement, comme on dit aujourd'hui, le logement d'abord, très bien. Si en vous-même vous êtes mal, et si vous savez pas quoi faire de votre vie, le logement d'abord, ça va être votre logement de la mort, parce que vous allez vous flinguer là-dedans. Il faut de la vie, il faut retrouver de l'espoir, du sens, du contact. Je crois que le mot est dit, il faut trouver du sens. Il faut trouver du sens. D'exister, quoi. Exactement. Concernant les personnes, je dirais, sans domicile que vous avez aidées avec vos équipes, bien sûr. Comme vous dites, vous n'êtes pas le seul, et puis, mais bon, vous êtes quand même un élément moteur pour mobiliser les équipes, c'est important. Pouvez-vous nous dire s'il y a, je dirais, s'il y a une évolution au niveau des problématiques des gens? Est-ce que la personne accueillie est en difficulté maintenant à notre époque est la même qu'il y a une vingtaine d'années? Je fais large. Moi, je dirais qu'il y a un grand point qui est resté commun.
contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est celui, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, du lien social. C'est-à-dire que moi, ce que j'observe, c'est qu'aujourd'hui, le jeune qui zone dans la rue avec ses chiens, la forme a un peu changé, la forme, le look, hein, mais le fond, il y a un point qui reste fort et qui est toujours le même, c'est le lien social qui manque. Et puis c'est pas Fribourg qui dit ça, des sociologues comme Serge Pogam avaient fait des études en 2002 sur les détresses sociales, et avant l'emploi, avant le logement, avant la santé, c'était le cri des 1100 SDF qui avaient été interviewés pendant plusieurs mois par son cabinet, qui avait dit, mais nous, ce qui nous compte, c'est le lien, le contact, quoi. La chaleur humaine, au fond, l'amour. C'est un mot qui n'est pas très professionnel, mais n'empêche que c'est pourtant ce qui nous mobilise tous. Mais on n'ose pas le dire. Dans les écoles, il ne faudrait pas parler comme ça. Donc, et moi, ce que j'observe, c'est que ce point-là n'a pas vraiment changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui fait que les gens s'en sortent, ce que Berger, dans son bouquin Les Affranchis, avait dit, ce qu'on avait fait à l'occasion de la Journée mondiale du refus de la misère, là, j'étais mal dans ma peau, on avait interviewé des personnes qui s'en sont sorties. Eh ben, les gens qui s'en sortent aujourd'hui, comme les gens qui s'en sortaient hier, c'est ceux avec qui il y a eu un lien, il y a eu un contact, il y a eu une valorisation, il y a eu tout d'un coup un déclic qui a fait que la personne elle s'est sentie, comment dire, respectée, valorisée. Et ça l'a aidé, ça y a fait un déclic. Et donc les gens sont toujours sensibles à ça, à l'accueil, au premier accueil. C'est primordial. La façon dont on accueille la personne, c'est primordial. Je pense que où ça a évolué, c'est voilà, ça s'est diversifié. Les profils, enfin, il y a plus de les ruptures, les gens qui vivent des ruptures aujourd'hui sont encore plus nombreux qu'il y a 20 ans. Ça, c'est la différence. Avant, c'était des gens qui avaient eu déjà des vies compliquées. 30% des personnes en général qui ont été dans la rue ont été abusées. Au moins, c'est ce que Pogam dit. Il y a 50 ans ou 30 ans, 40 ans, il y avait peu de jeunes, par exemple, dans les rues. C'était quand même des clochards, mais en général qui avaient un certain âge. Ben, aujourd'hui, vous avez encore parfois ces personnes, mais moins. Mais vous avez aussi beaucoup de gens, vous les voyez pas, mais ils sont en grande difficulté et ça se voit pas sur leur figure. Et ils frappent à nos portes de l'abri pour être aidés parce qu'ils en peuvent plus, parce qu'ils voilà. Vous avez des malades psychiques aussi qui se baladent de plus en plus. Donc, moi je dirais qu'il y a des choses qui n'ont pas changé sur le fond. C'est plus la forme qui a changé, puis ça s'est diversifié, ça s'est amplifié. Pour en conclure sur cette partie-là, c'est que, voilà une vingtaine d'années, c'est vrai qu'on rencontrait peut-être plus facilement, même s'il y avait aussi des gens en très très grande précarité qui tombaient à la rue, entre guillemets. Il y avait aussi, je dirais, des gens qui le faisaient aussi par choix de vie, comme on disait les clochards, oui, ou alors les routards. Les routards. Est-ce qu'il existe toujours des routards? Je pense que ça existe parce que quand on voit dans les accueils des communes là qu'on anime là, les 35 communes qui ont des petits accueils, il y a des gens qui fuient les villes et qui préfèrent aller de petite commune en petite commune. Alors, est-ce que c'est un choix de vie? Est-ce que c'est la fatalité qui a fait qu'ils ont fini par adopter ce style de vie? C'est toujours un petit peu compliqué à vérifier. Mais je pense que ça existe encore, mais c'est plus aussi représentatif qu'autrefois. On en voit moins, nous. On avait même des gens qui avant ne fréquentaient que quelques accueils de nuit, ceux qu'ils avaient repérés les mieux, et les monastères, par exemple. Parce que là, on leur fichait la paix, et puis ils étaient en général, plutôt bien accueillis, et ils avaient leur petit circuit, quoi. Je pense que ça existe encore, mais c'est moins flagrant que ça ne l'était, effectivement. Pour terminer sur cette partie, est-ce que vous pensez que tout un chacun peut avoir une épée de Damoclès sur la tête? Oui. Alors ça, moi alors, je peux le dire, la force de quelqu'un, c'est souvent sa fragilité. C'est-à-dire, être conscient de sa propre fragilité, ça nous donne des forces. Parce qu'en fait, quand vous êtes conscient de vos propres fragilités, qui n'en a pas? Je défie quiconque de me dire qu'il n'en a pas. Et ceux qui se jouent la fort, c'est souvent ceux-là les plus fragiles, mais ils ont une telle carapace pour la cacher que c'est horrible. Et ils deviennent assez odieux avec les autres, souvent. Mais justement, lorsque vous êtes conscient que vous avez une épée de Damoclès sur votre tête, et que vous êtes fragile, parfois, sur un certain point, alors c'est pas les mêmes suivant les personnes,
et ben c'est ce qui vous rend capable d'écouter l'autre, d'être bienveillant et de ne pas être dans le jugement. Parce que souvent, eh bien, ils ont qu'à arrêter de boire, il n'a qu'à pas se droguer, il n'a qu'à faire ci, il n'a qu'à faire ça, il n'a qu'à travailler. Bon, et si vous voulez bien, si on veut regarder dans la société, moi j'ai eu dans ma famille une personne qui est décédée liée à des problèmes d'alcool. Pourtant, aux yeux de la société, il avait tout. Des parents qui avaient eu une bonne situation, une famille plutôt équilibrée, voilà, une famille normale entre parenthèses, hein. Mais ceci dit, ben, intérieurement, il y avait un problème, quoi. Et il s'en est jamais tiré. Et il en est mort. Et assez jeune. Donc pour moi, oui, on a tous une épée de Damoclès et c'est ce qui devrait nous rendre moins arrogants et plus bienveillants à l'égard des gens qui sont de façon plus flagrante en difficulté parce que leur faille, ben, elle a plus le dessus, quoi. Et moi, ça me mérite profondément ces gens qui sont dans l'arrogance ou dans le jugement ou ah, ces migrants, ils nous font chier ou alors c'est SDF, mais ras-le-bol d'aider ces gens, on dépense trop de sous pour eux. Eh ben, un jour ou l'autre, qui regardent dans leur propre famille, qui regardent, moi, combien j'ai vu de gens qu'on a accompagnés même à la mort, hein, parce que voilà, certains ils payent les conséquences de l'alcool, de tout un tas de trucs, et ils décèdent prématurément. Et souvent les familles, on prend contact avec elles, on essaie de trouver s'ils avaient encore des familles, et souvent elles se rendent compte à ce moment-là que elles nous remercient souvent assez chaleureusement d'avoir pu aider cette personne, mais elles se culpabilisent aussi parce qu'elles se sont dit, ben, nous on aurait peut-être pu, bon c'est pas bon non plus, mais souvent elles se rendent compte et elles reconnaissent qu'elles n'ont pas pu y arriver. Donc je pense que, ah oui, il faut que cette société soit un peu moins arrogante qu'elle ne l'est à l'égard des gens en difficulté. Par rapport à vos longues années professionnelles et personnelles, Oui. vous avez dû en voir de toutes les couleurs. Oui, vous avez dû aussi rencontrer des gens qui ont un parcours complètement qui vous a marqué vous-même. Oui. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur certains parcours qui vous ont... Bah, pas une centaine, hein, mais... Non. Bah, c'est ça, c'est pour ça d'ailleurs avec les organisateurs de la Journée mondiale du refus de la misère, là, du 17 octobre, oui. Il y a 2-3 ans, on avait fait un petit recueil qu'on a appelé Je ne savais pas quoi faire de ma peau. Et c'est un peu moi qui avais demandé à ce que dans ce recueil, on ait des témoignages de gens qui s'en sont sortis, avec des parenthèses, hein, ça reste toujours fragile. Hein. Mais quand même, qu'est-ce qui a été important pour eux, quoi. Et bah, c'est vrai que moi, je m'étais chargé d'interviewer 8 des personnes qui m'ont marqué, entre autres, mais il y en aurait bien d'autres, hein, des personnes qui m'ont marqué. Et je pense à Jean-François, entre autres, qui est décédé, hélas, d'un cancer récemment, là, qui avait fait 6 ans de centrale, qui était tatoué de partout, qui était très agressif, très révolté contre la société, qui pouvait être violent, qui impressionnait tout le monde, et qui semblait, certains auraient pu dire une tête brûlée. Et puis on a fait un camp dans les Pyrénées, donc où j'étais dans l'association où je travaillais à l'époque comme éducateur, et il est venu et moi je me suis trouvé à dormir dans la même tente que lui, et j'ai découvert ce gars une richesse intérieure incroyable, et lui il a découvert qu'on pouvait avoir vécu une vie complètement différente, pas avoir vécu les mêmes galères que ce que lui avait vécu, et en même temps s'apprécier. Et on a tissé des liens d'amitié, hein, voilà, très clairement, hein, au fil du temps. Et il a ensuite travaillé à l'abri de la Providence pendant 12-13 ans. Malheureusement, il a dû nous quitter à cause de la maladie, mais disons, c'est vraiment... Et ça m'a marqué parce que profondément, parce que je sais ce qui enclenche le fait que quelqu'un s'en sorte. Il me le dit toujours, pour lui, bah, j'ai été important pour lui. Mais comme moi, j'ai eu des gens qui ont été importants pour moi, pour trouver ma voie. Mais lui, pareil, voilà. Et on est tous importants pour quelqu'un, hein, voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Et ça, la vie de Jean-François, voilà. Michel, des années de rue, des grosses addictions, 11 litres de pinard par jour.
J'étais éducateur au relais à l'époque. Franchement, on n'aurait pas parié un copec sur son avenir. Ce gars, parce que le directeur de l'époque, c'était pas moi à ce moment-là, lui a fait confiance. Il y a eu un déclic. Pareil, il y a eu un déclic qui s'est fait dans sa tête. Il s'est arrêté de boire. Il a travaillé à l'abri de la Providence ensuite 19 ans. Là c'est pareil, ça défie, ça sort des boîtes du système, il faut qu'on arrête, hein. Il faut que maintenant tout soit comme ci, comme ça, répondre à règles, machin. Moi j'ai passé mon temps à sortir des boîtes parfois, et embaucher un gars comme ça, mais c'était de la folie. C'est pourtant quelqu'un qui a aidé énormément d'autres gars, parce que il disait si Michel a pu sortir de l'alcool, alors qu'il était clochard, comment ça les encourageait. Bon, c'est pas une vertu en soi de s'en sortir de l'alcool, mais ça, voilà. Donc ça, c'est des parcours qui m'ont beaucoup marqué. Récemment, j'étais au mariage de ses enfants. Lui, il est en difficulté de nouveau maintenant, il y a l'âge qu'il a, etc. Mais c'est super, quoi. Et puis, comme ça, Anthony, un jeune, plus jeune, lui, qui est venu à l'abri un soir, voulant se suicider, ayant voulu tuer sa copine qui l'avait lâché, enfin bon, des trucs de dingue. J'ai pourtant pas fait grand chose. Je me suis dit, le foyer de l'abri avec la promiscuité va pas l'aider. Un logement tout seul, il va se suicider dans le quart d'heure qui suit. Et on avait donc ce couple, Loïc et Véronique, qui accueillaient chez eux des gens. J'ai dit, je le voyais que là, moi. Je me suis dit, il y a que là qui peut peut-être essayer, parce que Loïc avait lui-même vécu de la galère. Et il a tissé des liens aussi là. Et aujourd'hui, j'ai toujours contact avec lui, 15 ans plus tard. Et la seule chose qu'il me dit, c'est ça qui m'a aidé, le lien, le contact. Par rapport à la société, est-ce que du fait qu'il y ait de plus en plus de précarité, plus en plus de gens au bord de la route, etc., qui peuvent plus suivre, est-ce qu'on n'en est pas arrivé à une société qui reconnaît un statut de pauvre aux personnes et qui peut-être inéluctablement les laisse dans leur statut, dans leur boîte, et puis ils ont ce qu'il faut, voilà. Oui, je suis assez d'accord là avec l'idée d'un statut de pauvre qui de toute façon ne pourra pas apporter bien grand-chose à la société, donc on lui donne de quoi survivre, et puis oui, c'est pas faux. Je pense que la société, comment dire, elle se veut très libérale aujourd'hui, voilà, on fait des grands discours. En réalité, elle n'a jamais été aussi conformiste et elle met les gens dans les boîtes. Alors, il y a les vieux, il y a les SDF, il y a les homosexuels, il y a les bidules, il y a les machins, il y a les femmes victimes, il y a tout un tas de catégories de gens. Chacun est dans sa boîte. C'est comme dans le temps, les meubles, là où il y avait plein, chez les notaires ou chez les quincailliers, vous aviez tout un tas de petits tiroirs, vous aviez tout un tas de vis. Ben là, c'est pareil. Là, vous avez les petits vieux, les petits jeunes, les délinquants, les toxicos, les alcoolos, voilà. Et puis tout ça, c'est comme si c'était que des individus qui ne se rencontraient jamais, alors que tout ça, ça vit dans la même ville, dans le même truc. Et ce matin, j'écoutais un truc et la société est devenue frileuse. C'est-à-dire que avant, alors tout n'était pas idéal. Attention, hein, oui, il faut que je fasse gaffe parce que la société d'antan, moi, je suis issu d'un milieu rural où le cancan, les préjugés étaient très forts. Où la société était aussi très prégnante et vous pouviez pas trop déroger de la pensée unique qu'il y avait. Hein. Faut quand même, non, faut que je le dise aussi ça. Mais aujourd'hui, sous une certaine apparence de liberté de penser, on fait comme on veut, on vit comme on veut, voilà. Moi, je dirais qu'en fait, il y a une espèce de, en fait, c'est pas vraiment la réalité et on enferme vraiment les gens dans les boîtes et puis puisque comme la société est devenue très technique, très très pro, quoi. Aujourd'hui, c'est incroyable, quoi, tout ce qu'on peut disposer. Mais en même temps, elle a perdu de sa simplicité, elle a perdu de sa réactivité, de son intuition, justement, parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un a une intuition que ça pourrait être bien de faire ça, mais alors avant d'arriver au bout du parcours, il va lui falloir, je ne sais pas quoi,
c'est pas de moi, mais j'ai entendu ce matin un petit truc, je vais leur dire, c'est Einstein, alors c'est une tête, hein, genre, je suis pas comme ça. Hein. Il dit que l'intuition, souvent c'est connu que les savants, les grands savants, des gens comme lui, c'est pas toujours en tout cas par leur science pure, on va dire, qu'ils ont tout d'un coup eu le déclic qui leur a fait découvrir quelque chose, c'est qu'ils avaient une intuition que fallait chercher comme ça, une intuition, il y avait quelque chose, et c'est ça, l'intuition. Et après, quand tu as l'intuition, tu mets en œuvre des trucs. Et aujourd'hui, on met en œuvre des tas de trucs, mais on a perdu l'intuition. Et pour moi, la société, elle est atteinte de cataracte, quoi. C'est-à-dire, elle fait des choses, elle met en œuvre des tas de trucs comme elle n'a jamais autant fait. On a mis en place le RMI, le RSA, on a mis en place des tas de trucs, on met des lois sur des lois. On a l'impression que l'essentiel, on passe toujours à côté. Et finalement, l'essentiel, est-ce qu'il n'est pas plus simple? Et puis, est-ce qu'il ne faut pas sortir du passé, quoi, un petit peu l'essentiel, on le sait, c'est du lien, c'est du... Moi, la politique politicienne m'agace au plus haut point parce que les gens de droite souvent disent que tout ce qui fait la gauche est mauvais, et parfois c'est la réciproque est vraie. On a l'impression qu'on est dans une guerre entre deux camps dans notre pays. Il y a ceux qui sont bien, alors en ce moment c'est ceux qui ont voté pour le président actuel, les mauvais c'est ceux qui n'ont pas voté pour, il y a ceux qui sont pour le mariage, ceux qui sont contre, il y a ceux qui sont pour ci, pour ça. On a envie de dire, mais on a l'impression que on n'est jamais content. On n'est jamais content, qu'on n'est pas capable d'aller au-delà de nos préjugés, nos a priori. Et pour moi, aujourd'hui, je me dis, on est mal barré si on se fait la guerre comme ça en interne en permanence. Pour conclure sur cette partie, donc, pour vous, idéalement, quel grand chantier devrait se mettre en place pour lutter contre les exclusions? Déjà, le grand chantier serait d'admettre que des ministères, en passant par les administrations, moi je respecte beaucoup les gens qui travaillent dans l'administration, je leur tire mon chapeau, j'aurais jamais pu faire ce boulot, moi, appliquer des fois des directives pour lesquelles je sais qu'elles sont pas bonnes, jamais j'aurais pu faire ça. Très honnêtement, moi j'ai des états d'âme, et je ne suis pas comme certains qui pensent qu'ils n'en ont pas, ou qui disent qu'ils n'en ont pas d'état d'âme, qu'ils appliquent les choses, même s'ils savent qu'elles ne correspondent pas aux attentes des gens. Bon, on a fait la loi de janvier 2002, où soi-disant le droit des usagers était mis en place, on s'en contrefout, en fait, dans la réalité des choses. Donc, pour moi, le chantier primordial, par rapport à la société, ça serait quand même... peut-être justement de mettre davantage, d'entendre un peu la parole des gens en détresse et des excuses. Moi, j'ai beaucoup appris par les gars du foyer, quand ils me disaient, par exemple, oui, mais bon, vous faites ça, mais nous, c'est pour ça qu'on veut. Oui, bon, d'accord, c'est bien, on a à manger le soir, d'accord, mais s'il n'y a pas de vie dans le foyer... nous, voilà, et puis vous êtes tout le temps partis, on vous voit jamais, les éducateurs sont jamais là, on n'a pas le soir, on a des cauchemars, ils sont pris, ils ont plus le temps de nous parler, donc écoutons, mais vraiment les personnes qui souffrent et qui sont en difficulté, parce que souvent elles sont comme la société, c'est comme un cercle, elles sont un peu en dehors du cercle. Il faudrait vraiment faire passer le message à tous ces décideurs. Qu'ils écoutent vraiment, que le partenariat, quand une collectivité, quand une administration prend conscience d'un problème, qu'il y ait vraiment un réel partenariat, quoi. Que ça soit pas à sens unique, on écoute aussi les problèmes vraiment de la base. Aujourd'hui, c'est quand même ça qui est un peu en danger. Et peut-être que c'est plus simple. Je comprends les travailleurs sociaux qui disent, mais où est le sens de notre boulot, quoi.
Ils sont de moins en moins sur le terrain, ils ont de moins en moins la possibilité d'être en contact avec les gens. On leur dit de faire du papier, de remplir des indicateurs à n'en plus finir, des tableaux, des retableaux. Il faut toujours prouver, moi j'ai entendu toute ma carrière et ça avait le don de m'irriter profondément. Oui, mais on comprend pas, il faut expliquer, il faut nous donner les chiffres pour qu'on comprenne exactement les besoins des gens. Enfin, j'aurais entendu depuis 30 ans, alors je dis vraiment, ou alors on n'est vraiment pas bon, ou alors, oui, mais on n'a pas les données. Faut arrêter ça, hein. C'est vrai que je pense que faudrait retrouver un peu de simplicité. Faut être flexible au changement, peut-être se dire, mais on a organisé des tas de choses qui sont inutiles, où on demande des trucs, ça sert à rien, où on axe beaucoup sur des formes, mais c'est quand même le fond qui est le plus important. Mais on passe toujours d'un extrême dans un autre. Notre secteur a besoin de se structurer. L'urgence sociale, c'était réservé au monde caritatif uniquement autrefois. Alors du coup, on nous fait fonctionner avec les moyens, avec les moyens d'une 2 chevaux, mais avec des demandes qui correspondent à celles d'une Maserati, quoi. Faudrait faire des tas de trucs, des machins. Moi, quand j'entends certaines personnes me dire il faut que vous fassiez comme ci, comme ça, alors qu'elles n'ont jamais échangé véritablement avec quelqu'un dans la rue, je dis stop. C'est pas ces gens-là qui doivent être à la tête du pays, hein, ni à la tête des administrations, malheureusement. Mais bon, il y a un équilibre à trouver. Par contre, j'ai vu des gens qui sont dans les administrations, qui savent, qui sont vraiment des facilitateurs. Ils sont au service public, dans le vrai sens du mot. J'ai des amis qui sont dans des fonctions importantes dans ce domaine, et je leur ai souvent dit, ah ben là, vous me réconciliez avec vos fonctions, parce que vraiment, ils ont vraiment la notion du service public, et non pas que le public les sert. Donc justement, j'ai une question là, mais je pense vous allez répondre assez rapidement là, par rapport à votre carrière. Pour vous, quelle a été ou quelles ont été vos plus grandes joies et votre plus grande réussite? Ma plus grande joie, c'est aussi d'avoir essayé de garder, enfin, comment dire, que j'ai toujours essayé de garder mes convictions. Enfin, j'ai pas eu l'impression de me prostituer, même si les derniers temps, je l'admets, surtout par rapport à la problématique des migrants, j'étais en difficulté parce que les injonctions, les pressions, les menaces étaient tellement fortes que, très franchement, c'était pas simple. Ça n'a pas été très simple. Mais je suis assez satisfait d'avoir souvent résisté de façon bienveillante, jamais agressif, je le pense. Je respecte bien les personnes, même quand je vois bien certains ils ne savent pas. Bon, ils croient savoir, donc je me dis, moi il y a des trucs que je sais pas, donc c'est peut-être à moi de mieux expliquer aussi ce qu'on fait. Hein. C'est pour ça que l'abri, on a toujours essayé de communiquer, bon, ce qu'on fait. Mais ouais, ma plus grande satisfaction, c'est aussi de partir avec une association qui est fragile comme beaucoup en ce moment, mais bon, il y a des bonnes équipes, il y a des projets en cours. Le site historique des petites maisons dans un quartier emblématique quand même, la Doute, c'est le quartier des pauvres. Hein. C'est là que l'hôpital Saint-Jean s'est installé, c'est là que les petites sœurs des pauvres étaient, c'est là que l'abri de la Providence a démarré. De pouvoir qu'on puisse rester dans ce quartier, qu'on ait refait dans des locaux super agréables, des bureaux et puis un service pour les aider dans leur démarche. Je trouve pour la ville d'Angers, la symbolique est chouette. Moi, il y a une petite satisfaction quoi, d'avoir essayé de faire ce qu'on pouvait, quoi. Mais rien ne vaut le témoignage des personnes que vous avez pu croiser dans votre parcours et puis que vous savez que ça les a aidés, quoi. C'est ça le mieux. Êtes-vous optimiste pour l'avenir? Et pour un petit message aux gens. Pour des personnes qui souhaiteraient, je dirais, faire une carrière professionnelle dans ce milieu, quel conseil pourriez-vous donner? C'est vrai que notre fédération, enfin l'association est adhérente à la FNAS, hein, Fédération nationale des associations dans l'insertion, qui avait organisé des journées à Nice sur le travail social est-il encore utile à quelque chose? C'est quand même un peu... énormément de monde y sont venus, hein, parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a un malaise profond chez les travailleurs sociaux, que ce soit dans les associations, que ce soit ceux qui travaillent dans les collectivités territoriales, ou peu importe, on sent qu'il y a un malaise. Parce que les gens prennent conscience des besoins des personnes, se rendent compte qu'elles n'arrivent pas à y faire face,
elles sont de plus en plus engluées dans plein de trucs, bon, etc. Pour autant, lorsqu'on a des convictions, bah, comme moi on arrive à faire déplacer les montagnes quand même. Parce que moi, si j'avais dû écouter mes chers financeurs, il y a plein de trucs qu'on n'aurait jamais fait à l'abri. Hein. Et on a fini par leur montrer que c'était valable. Le sport m'a retiré les financements en 2002 en me disant on voit pas bien, vous montrez pas assez l'impact que ça a sur leur santé, on comprend pas trop, etc. Et 2 ans après, j'ai obtenu un prix par une agence d'éducation par le sport sur l'aspect santé. Bon, finalement aujourd'hui, progressivement, même je vois la direction régionale de la cohésion sociale fait des appels à projets sur ce thème-là. Donc ça veut dire que des fois, si on est animé de ces convictions-là, et si les gens se lancent dans le travail social parce qu'ils ont un réel intérêt pour ce travail, il ne faut pas partir battu d'avance. C'est la persévérance qui fait l'espérance, hein, parce que c'est vrai qu'il faut persévérer, il faut s'accrocher souvent, mais c'est un métier formidable en même temps. Vous êtes aux premières loges pour voir tout ce qui ne va pas dans notre société aussi, les dysfonctionnements de notre société. On est donc, moi ça m'a aidé à rester vigilant pour ma propre vie. C'est-à-dire, c'est quand même un métier assez formidable parce que ça vous met sur les véritables besoins de la vie, ça vous remet un peu les pendules à l'heure sur les véritables enjeux de la société. Ça vous empêche de dériver dans trop de trucs matérialistes, puis vous remettez un peu les pendules à l'heure sur les vrais besoins, les vraies choses importantes de la vie, quoi. Et moi, je trouve que c'est un métier super. Maintenant, il y a de la lassitude, il y a de la frustration, et c'est pour ça qu'il faut pas que l'État considère le travail social comme simplement un faiseur de droits ou quelqu'un qui met en place des droits et puis point barre, qui donne des aides. Non, c'est plus que ça. Il faut que les travailleurs sociaux soient dans des conditions de travail correctes pour qu'eux-mêmes puissent apporter quelque chose. Parce que s'ils sont dans des conditions difficiles, bon, et puis il faut qu'ils soient. S'ils s'engagent dans cette voie-là, il faut être flexible au changement aussi. Il faut vraiment, à l'intuition, changement. Aujourd'hui, le changement c'est maintenant. Bon, on voit pas encore trop, mais c'est pas évident. Je veux dire, accepter de revoir sa façon de faire. Accepter que par exemple, des travailleurs sociaux, on rejetait les bénévoles à une époque parce qu'on est issu du bénévolat, on n'en voulait plus, et de nouveau on en reparle. Alors si c'est pour boucher les trous, parce qu'il n'y a plus de sous, c'est pas bon. Si c'est pour redonner de la citoyenneté aux associations, c'est bien. Et donc, il faut accepter des fois de revoir notre façon de voir. Et pour conclure cette interview, donc, comme je fais, j'irai dans mes interviews, je demande à la personne de donner un message au travers d'une phrase. Alors, à travers une phrase, hein, vous êtes dur, monsieur Sylvain Pavio. Mais oui, ça oblige à centrer qu'est-ce qui serait le plus essentiel à dire. Pour moi, la seule éthique qui fera que la société tiendra, évoluera, se remettra en question, changera sa façon de faire, innovera, répondra à ses intuitions, la vraie éthique, c'est l'amour. Donc pour moi, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui les gens ne se comprennent pas, c'est que les gens se détestent aujourd'hui. On se déteste. Et donc je sais pas comment dire ma phrase. Je dirais que je pourrais résumer comme ça. Le plus important dans notre société, c'est le principe de relation, d'amour, d'amitié, parce que c'est seulement ça qui rassemble ce qui est dispersé. Je dis, l'amour rassemble ce qui est dispersé. Par exemple, une personne, je reprends Anthony, un jeune complètement disloqué, une mère folle, qui était soignée dans la psychiatrie avec des comportements bizarroïdes et tout le bazar. Un passé judiciaire, des relations avec les filles compliquées, rejeté, perturbé, tout ça. T'avais l'impression d'avoir un jeune qui était tout disloqué, quoi.
Et qu'est-ce qui a fait que ce gars a repris confiance? C'est qu'il s'est senti bien accueilli par ce couple, Loïc et Véronique, aimé, on va dire, pour ce qu'il était, et ça lui a tout remis en place correctement, et du coup il est reparti. Donc pour moi c'est ça, c'est l'amour qui rassemble ce qui est dispersé. Ben, notre pays aujourd'hui il est vachement dispersé. Jean-François, merci et bonne continuation. Merci beaucoup, à toi.